Bonjour à tous, merci également aux organisateurs pour cette invitation. Je vais vous présenter une intervention dont le titre est un peu varié par rapport au programme, qui est intitulé Plan d'action pour la Méditerranée. Donc je parlerai plus largement du plan d'action pour la Méditerranée et non pas uniquement du plan bleu. Et je le présenterai comme une interface entre gouvernance environnementale, coopération régionale et développement durable. Je me présente rapidement, Julien Letellier, je suis chargé de programme au plan d'action pour la Méditerranée, l'unité de coordination du PAM qui est basée à Athènes et qui est placée sous l'égide du programme des Nations Unies pour l'environnement. Je suis géographe de formation, diplômé à Aix-Marseille Université, et j'ai travaillé pendant 9 ans au Plan Bleu, qui est un centre d'activité régional du plan d'action pour la Méditerranée. La présentation que je vous propose, l'intervention que je vous propose, s'inspire largement d'un article coécrit et récemment publié dans un ouvrage collectif intitulé « Interroger les gouvernances urbaines ». Cet article sur la Méditerranée est un peu spécifique parce qu'il traite d'un cadre plus large, celui de la région Méditerranée en termes de territoire et non pas les territoires urbains en particulier. Ouvrage qui a été coordonné par Claude Demiras, économiste, directeur de recherche émérite de l'IRD, et Aziz Erraki, géographe, professeur à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme de Rabat. Cet ouvrage qui cherche à interroger la gouvernance ou les gouvernances, non pas à travers leur portée prescriptive et normative, mais à travers leur application sur le terrain, donc la gouvernance en acte. Le point de départ de ce papier que je vais donc vous présenter, c'est la référence au concept de bien commun attaché au capital naturel de la région, et ce concept de bien commun matériel, capital naturel, ressources naturelles, peut sans doute être transposé à la question de la gouvernance, à la question du dialogue multi-acteurs. On peut considérer que la gouvernance régionale dans le domaine de l'environnement est un bien commun immatériel, au même titre que les ressources naturelles sont un bien commun matériel. Le deuxième point de départ, c'est le constat d'absence, ou en tout cas d'un fort déficit d'intégration régionale qui conduit à inventer des formes de concertation qui se basent sur la substitution. Substitution parce que la résistance passive des pouvoirs publics nationaux et l'impuissante main invisible du marché laissent place à des synergies collaboratives centrées sur des biens communs. L'approche de cette dynamique, elle est complexe car elle a une portée positive mais implicite qui se décrypte entre les lignes mêlées avec des objectifs centrés sur la protection de l'environnement. Autrement dit, un des objectifs louables mais inavoués du système Plan d'action pour la Méditerranée, Convention de Barcelone, est de contribuer autant que faire se peut à atténuer les fortes tensions qui existent dans cette région du monde. Donc la Méditerranée, rapidement, c'est un climat particulier, des étés secs, un hiver doux, des précipitations qui tombent aux intersaisons, printemps et automne. C'est aussi un biotope singulier, symbolisé par l'olivier, par le maquis. C'est un modèle alimentaire également particulier et reconnu à l'échelle internationale. C'est l'enchevêtrement séculaire de conflits territoriaux, religieux également. C'est une région qui cristallise les tensions internationales avec des brassages et des frictions entre des ensembles culturels, économiques et démographiques contrastés et mouvants. C'est une zone de contact entre les océans Atlantique et Indien, et c'est bien sûr un point de jonction entre trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. C'est une région qui a connu des périodes de destinée commune. On pense à l'âge d'or de l'Empire romain, on pense à la conquête arabo-musulmane, la période d'Al-Andalouse. La région Méditerranée est aussi une des premières zones de commerce à l'échelle du monde. Des dynamiques démographiques, ça a été dit, contrastées, pour faire court, une Europe prospère et vieillissante, et une rive sud plus jeune et encore en développement, même si les flux migratoires peuvent ou viennent bousculer sur ce tableau.
Il y a aussi un certain nombre de tensions, et même de tensions récurrentes et même de conflits dans cette région du monde, avec bien entendu la question palestinienne et la question des frontières entre Israël et ses États voisins qui n'est pas résolue, le conflit chypriote non résolu depuis 1974 également, ça a été évoqué, l'Algérie et le Maroc qui se tournent encore le dos sur fond de la question du statut du Sahara occidental, plus récemment la montée en puissance du mouvement terroriste Daesh. C'est aussi une pluralité de régimes politiques avec d'anciennes démocraties et d'autres beaucoup plus jeunes, des républiques, des monarchies constitutionnelles, parlementaires et absolues, des principautés et des dictatures. La Méditerranée regroupe trois grandes aires culturelles à dominante religieuse, l'existence de multiples minorités spirituelles, ethniques et linguistiques, les Kurdes en Turquie par exemple, les Kabyles en Algérie, les Berbères au Maroc, et des variations liées aux nombreux mouvements migratoires. Donc, dans ce contexte, la vision idyllique et diplomatique d'une Méditerranée multiculturelle, mer de la tranquillité, est certes un projet idéal, mais encore notoirement éloigné de la réalité. On peut faire appel à deux concepts, celui de la fragmentation, qui renvoie aux tensions, aux conflits, aux différences économiques, religieuses, culturelles qui s'enchevêtrent et interagissent, et l'autre concept, celui de contrat social ou de pacte social territorial, qui est un ciment qui va souder une société, un État ou une aire régionale, et on peut faire référence ici à la construction de l'Union européenne depuis le traité de Rome. La Méditerranée, c'est le constat d'une fragmentation forte et d'un pacte social régional faible, peu propice à l'émergence de coalitions d'acteurs nationaux et internationaux. Et c'est dans ce contexte que le système Plan d'action pour la Méditerranée, le système PAM, intervient comme un acteur qui vise à faire émerger l'idée d'enjeux communs en référence à une nécessaire gouvernance régionale. Bon, la mer Méditerranée, c'est aussi la mer semi-fermée la plus étendue du monde. Rappelons également que c'est la première destination touristique mondiale avec plus de 300 millions d'arrivées internationales de touristes par an environ. C'est un emblème de la biodiversité qui connaît une dégradation des habitats sous l'effet de nombreuses pressions cumulées, le développement des infrastructures côtières, pollution, sécheresse, les espèces exotiques envahissantes, les espèces invasives, et la question de la surexploitation des ressources naturelles, par exemple la surpêche. La Méditerranée, la mer Méditerranée est aussi une ressource cruciale pour l'environnement. On définit en général 5 piliers de l'économie marine ou maritime, comme vous voudrez, la pêche, l'aquaculture, le tourisme, qui est le premier secteur économique à l'échelle régionale, le transport maritime et l'exploitation d'hydrocarbures offshore. Ainsi, avec seulement 1% de la surface des océans, la Méditerranée concentre 2% de la pêche mondiale et surtout 25% du trafic maritime international, ou encore environ un tiers, 30% du trafic pétrolier. La Méditerranée est une mer clairement menacée. Les activités humaines, marines et terrestres entraînent de nombreuses pressions environnementales sur les écosystèmes marins et côtiers, et on s'attend à une aggravation de ces pressions compte tenu de l'impact du changement climatique, donc aggravation du stress hydrique qui pose aussi la question de la sécurité alimentaire qui devient une préoccupation politique majeure. Alors je voudrais ici citer une communication de la Commission européenne qui remonte à 2006, qui était intitulée « Établir une stratégie de l'environnement pour la Méditerranée » et qui mentionnait ceci: l'environnement méditerranéen est fragile et ne cesse de se dégrader. Les initiatives et stratégies élaborées au cours des 30 dernières années ne sont pas suffisamment ou pas du tout appliquées, non seulement à cause de l'insuffisance des ressources financières, mais également à cause de la faible priorité politique accordée à l'environnement et d'une gouvernance environnementale globale insuffisante et d'une sensibilisation trop faible de l'opinion publique.
c'est peut-être faire l'économie de l'existence, de la mention de l'existence de ce système plan d'action pour la Méditerranée, placé sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est un cadre unique de gouvernance environnementale, qui est le cadre unique de gouvernance environnementale qui rassemble les 21 pays riverains et l'Union européenne, partie contractante à la Convention de Barcelone, adoptée en 1975. Et donc c'est un cadre de coopération régionale qui existe depuis plus de 40 ans et qui se base sur des instruments officiellement juridiquement contraignants. Dans la réalité, on verra que ça renvoie peut-être davantage à des soft policies, disons, parce que comme il a été mentionné, le PAM n'a pas les moyens de vérifier que les États mettent en œuvre leurs engagements. Il existe bien un comité de respect des obligations, mais les ressources sont trop limitées pour qu'il y ait réellement une vérification donc, de la mise en œuvre des engagements qui sont pris par les États. L'unité de coordination du plan d'action pour la Méditerranée et le programme MEDPOL de surveillance de la pollution marine sont basés à Athènes en Grèce et il existe 6 centres d'activité régionales, 6 composantes du PAM qui sont basées dans des villes différentes des pays du bassin méditerranéen. Ce schéma qui est complexe mais qui permet de montrer que la région méditerranéenne peut être considérée comme un bon élève qui met en œuvre les prescriptions internationales dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Je remonterai donc sur la première ligne en vert, vous avez les faits marquants, les actes fondateurs du développement durable à l'échelle internationale, et la deuxième ligne renvoie à l'échelle méditerranéenne, la troisième étant davantage centrée sur le contexte euro-méditerranéen. Donc, Conférence de Stockholm en 1972, création du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui recommande la création de programmes de sauvegarde des mers régionales, et le plan d'action pour la Méditerranée est le premier programme de sauvegarde des mers régionales placé sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement. 20 ans plus tard, Sommet de la Terre, conférence de Rio en 1992, avec l'adoption d'un agenda 21 global, qui va lui aussi, 2 ans plus tard, être décliné à l'échelle méditerranéenne. Ce qui est important aussi avec la conférence de Rio en 1992, c'est la réaffirmation des principes du développement durable et de ses 3 composantes économiques, sociales et environnementales, rapport Brundtland 1987. Et donc, le PAM va être, le plan d'action pour la Méditerranée et la Convention de Barcelone vont être révisés, amendés dans une version, disons, 2.0. Là, pour faire court, la version initiale focalisée uniquement sur la composante environnementale et sur le milieu marin, là où le PAM phase 2 va intégrer les composantes économiques et sociales et va aussi s'intéresser à la partie terrestre des zones côtières, dans la mesure où 80% de la pollution marine est d'origine terrestre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en 1995 va être créée la Commission méditerranéenne de développement durable. Cette Commission méditerranéenne de développement durable, cette CMDD, qui est un panel d'experts censés conseiller les parties contractantes à la Convention de Barcelone. Les parties contractantes se réunissent chaque 2 ans à l'occasion de réunions ordinaires des parties contractantes, les COP, et prennent donc des décisions. Et la CMDD est donc un panel d'experts qui va apporter un conseil et qui, en son sein, regroupe donc des experts appointés par chacune des parties contractantes, chacune des 22 parties contractantes, mais qui est aussi ouverte à d'autres groupes de parties prenantes, que sont les collèges du secteur privé, des autorités locales, des scientifiques, des organisations non gouvernementales, des parlementaires et enfin des organisations intergouvernementales. Cette CMDD, elle va
elle va proposer l'adoption en 2005 d'une stratégie méditerranéenne pour le développement durable, cette SMDD. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que à la suite de la conférence de Rio+20 en 2012, va être défini l'agenda 2030 pour le développement durable, avec ses objectifs de développement durable globaux, qui font suite aux objectifs du millénaire pour le développement. Et là aussi, on va dire que la région Méditerranée se met sur les rangs de ces grandes tendances internationales et lance un chantier de révision de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable avec une SMDD révisée qui a été adoptée en février 2016 à l'occasion de la COP19 de la Convention de Barcelone à Athènes. Voilà pour cette figure, et donc comme point de repère également en 1995 le lancement du partenariat euro-méditerranéen, le processus de Barcelone, qui est d'ailleurs intégré dans la SMDD initiale avec ces trois mots d'ordre que sont la paix, la prospérité et la stabilité partagée, et qui a donc été, comme ça a été dit, relancé en 2008 dans le contexte de l'Union pour la Méditerranée. Dire aussi rapidement que les parties contractantes à la Convention de Barcelone mandatent le plan d'action pour la Méditerranée pour publier à intervalles réguliers des rapports sur l'environnement et le développement en Méditerranée, que c'est en général confié au centre d'activité régional Plan Bleu, qui est basé à la fois à Sophia Antipolis et à Marseille. Et important peut-être ce rapport de 2005, qui n'était pas seulement un rapport sur l'état de l'environnement et le développement, mais avec une dimension prospective, qui focalisait sur les 7 domaines d'intervention prioritaires de la SMDD, avec 2 types de scénarios, de manière un peu classique, un scénario tendanciel, business as usual, voire du pire, qui consiste à montrer que si les tendances se poursuivent, eh bien on va vers des difficultés graves, on va dans le mur, et puis un scénario alternatif ou de rupture qui montre que si des décisions sont prises, si des mesures sont entreprises, eh bien on peut ramener les futurs vers davantage de durabilité. 2 mots quand même sur cette stratégie méditerranéenne pour le développement durable. J'ai un exemplaire avec moi pour dire que c'est donc un cadre stratégique pour toutes les parties prenantes et les partenaires pour traduire l'agenda 2030 de développement durable aux échelles régionales, infrarégionales et nationales. On peut considérer que c'est une adaptation de cet agenda global à l'échelle méditerranéenne. Et puis dire que cette stratégie vise à lier effectivement le besoin de protéger l'environnement et les ressources naturelles avec le développement économique et social. Le sous-titre est le suivant: investir dans la durabilité environnementale pour atteindre le développement économique et social. Alors c'est vrai, priorité à l'environnement, mais on s'intéresse aussi aux 2 autres composantes. Sont listés ici, dans la première colonne de ce tableau, les 6 objectifs transversaux de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable, qui font donc écho à un certain nombre d'objectifs de développement durable adoptés à l'échelle mondiale. Je ne rentre pas dans le détail de cette diapositive, très bien, donc je vais devoir conclure. Voilà. 2 minutes ? Une. Ok, donc pour dire que le processus de révision de cette stratégie a fait l'objet d'un certain nombre de consultations en ligne, d'ateliers d'experts thématiques, de conférences et de réunions plus officielles. Je voudrais conclure quand même sur cette diapositive pour présenter le développement durable méditerranéen comme ce qu'on pourrait appeler un no man's land géostratégique, pour dire que en focalisant sur les questions environnementales, cela permet d'éviter d'entrer pleinement dans des champs plus polémiques ou controversés, tels que l'économique et le social, tels que les questions migratoires par exemple. Cela renvoie aussi à un strict respect des souverainetés nationales dans le système onusien, disons, avec peut-être un devoir de non-ingérence dans les affaires nationales.
Dans ce contexte, la gouvernance va jouir d'une représentation neutre, étrangère à tout militantisme ou posture partisane. Et peut-être une dernière interrogation, interrogation ou conclusion, c'est de dire que de la même manière que l'économie de l'environnement va s'intéresser aux bénéfices économiques rendus par les écosystèmes, marins ou terrestres, va s'intéresser au coût de la dégradation et aux externalités négatives que représente la dégradation de l'environnement, eh bien, on peut considérer que ces dispositifs de gouvernance environnementale, de coopération régionale, ce dialogue multi-acteurs qui est entretenu par le système PAN est créateur d'externalités positives, de synergies intéressantes qui sont peut-être, en tout cas je l'espère, un socle pour aller vers une réelle intégration régionale. Merci de votre attention. Merci.